L'ouverture de ce guide adopte d'emblée un ton familier, abordant la frustration liée aux échecs passés et au marché écrasant des produits de perte de poids. Mais il déclare ensuite « Ne compliquez pas votre perte de poids plus qu'elle ne l'est. Il existe une méthode. Vous pouvez perdre le poids que vous voulez. » N'est-ce pas là une simplification en soi, étant donné les complexités de la physiologie et du comportement humain? Une observation pertinente en effet. Le texte tente à la fois de témoigner de l'empathie envers les difficultés du lecteur et d'offrir une solution d'une simplicité rassurante. Si le sentiment « ne compliquez pas les choses » a le mérite de dissiper le bruit du marché, il risque de minimiser les défis très réels et souvent multifactoriels auxquels les individus sont confrontés. La promesse d'une méthode universellement accessible, même avec des modes de vie trépidants, pourrait involontairement créer un nouveau cycle de frustration si le chemin n'est pas aussi simple qu'il est sous-entendu. C'est un mouvement rhétorique classique, reconnaître la douleur, puis promettre un soulagement. Passons à la section « Pourquoi nous prenons du poids ». Le texte identifie correctement le déséquilibre calorique, la génétique, le taux métabolique, les habitudes alimentaires, la taille des portions et le manque d'exercice. Cependant, il présente le concept de génétique comme définissant les paramètres de base de l'efficacité métabolique, puis déclare « Cependant, les gènes ne déterminent qu'une tendance vers une efficacité métabolique plus ou moins élevée et non ce que sera votre métabolisme corporel réel. » Est-ce suffisamment nuancé ou pourrait-on le mal interpréter comme minimisant le rôle significatif que la génétique peut jouer pour certaines personnes? Professeur, le texte est confronté à un dilemme courant. Comment reconnaître l'influence génétique sans donner aux individus le sentiment d'être impuissants? Il trouve un équilibre en soulignant que la génétique confère une tendance et non une destinée, ce qui est scientifiquement juste. Cependant, la formulation « et non ce que sera votre métabolisme corporel réel » est une légère simplification excessive. Les gènes influencent certainement le taux métabolique de base et la façon dont le corps traite les nutriments. Le point essentiel que le texte finit par étayer est que les facteurs liés au mode de vie, l'alimentation et l'exercice peuvent souvent modifier ou surmonter ces prédispositions. La nuance réside dans le degré d'effort requis, qui varie considérablement en raison de ces paramètres génétiques. À la page 5, le guide suggère « Une portion de nourriture de la taille de votre poing est généralement tout ce qui devrait être consommé en une seule fois, car c'est aussi la taille de votre estomac. » Il préconise également de manger plusieurs petits repas par jour plutôt que 2 ou 3 gros. S'agit-il de vérités universelles ou de lignes directrices générales qui pourraient ne pas s'appliquer à tout le monde ou être étayées par les dernières avancées de la science nutritionnelle? Professeur, ces deux affirmations méritent un examen plus approfondi. L'analogie de la taille du poing est un moyen mnémotechnique, une aide visuelle simplifiée, mais ce n'est pas une mesure physiologique précise. La capacité de l'estomac varie, et plus important encore, la satiété est influencée par la densité nutritionnelle, les fibres et les protéines, et pas seulement par le volume. Quant à la recommandation de plusieurs petits repas par jour, c'est un mantra diététique de longue date, mais des recherches récentes, notamment sur le jeûne intermittent, suggèrent que moins de repas, mais plus copieux, peuvent être tout aussi efficaces, voire plus, pour certaines personnes en termes de gestion du poids et de santé métabolique. Le texte le présente comme presque axiomatique, ignorant le corpus croissant de preuves en faveur de régimes alimentaires alternatifs. Il reflète un point de vue traditionnel qui n'a pas entièrement intégré les perspectives plus récentes. La section « La perte de poids nécessite-t-elle un régime alimentaire ?» critique fortement les régimes à la mode, le comptage des calories comme étant contraignant et manger trop peu menant à la méthode de la faim. Bien qu'il mette en garde à juste titre contre les mesures extrêmes, ne décourage-t-il pas par inadvertance les individus d'approches disciplinées comme le suivi calorique ou les régimes légitimes et fondés sur des preuves qui pourraient impliquer des restrictions de groupes alimentaires spécifiques, ce que certaines personnes trouvent efficace? Cette section révèle une tension entre la mise en garde contre les extrêmes dangereux et la promotion de stratégies pratiques et durables. La critique des régimes à la mode et de la restriction calorique dangereuse est entièrement justifiée. Cependant, le rejet catégorique du comptage des calories comme étant simplement contraignant ignore son utilité en tant qu'outil éducatif pour la prise de conscience des portions et l'équilibre énergétique, surtout au début d'un parcours de perte de poids.
De même, si l'élimination extrême de groupes alimentaires est problématique, certains régimes alimentaires bien étudiés, comme les régimes cétogènes ou certains régimes à base de plantes, impliquent des restrictions significatives, mais peuvent être nutritionnellement sains et très efficaces pour des individus spécifiques, en particulier lorsqu'ils sont supervisés médicalement. Le guide indique que lors du choix d'un régime alimentaire, il faut s'assurer que pas plus de 30% de vos calories proviennent des graisses par jour. C'était une recommandation courante il y a des décennies. Ce chiffre correspond-il à la compréhension nutritionnelle contemporaine, surtout compte tenu des différents types de graisses et des recherches en évolution sur les ratios de macronutriments? C'est un point crucial qui révèle la dépendance potentielle du texte à l'égard de directives diététiques obsolètes. La recommandation de pas plus de 30% des calories provenant des graisses est apparue lors de la mode du sans graisse des années 1980 et 90, motivée par des préoccupations concernant les maladies cardiaques. Cependant, les recherches ultérieures ont considérablement modifié notre compréhension. Nous savons maintenant que le type de graisse est bien plus important que le pourcentage total. Les graisses saines, les graisses monoinsaturées et polyinsaturées que l'on trouve dans les avocats, les noix, les graines et l'huile d'olive sont cruciales pour la santé et la satiété et peuvent facilement représenter plus de 30% des calories quotidiennes dans une alimentation saine. Le document recommande de consulter un thérapeute pour l'alimentation émotionnelle, un diététicien pour les plans alimentaires et un entraîneur physique pour l'exercice. Il suggère également d'impliquer amis et famille pour le soutien et la responsabilisation. Cette approche holistique est louable, mais le texte fait une affirmation forte concernant les diététiciens, déclarant que, dans la plupart des États, ils doivent obtenir une licence médicale avant de pouvoir devenir diététicien. Est-ce exact et quelle est la distinction entre un diététicien et un nutritionniste, un terme souvent utilisé de manière plus lâche? C'est une clarification importante. L'affirmation selon laquelle les diététiciens auraient besoin d'une licence médicale est trompeuse. Dans la plupart des États, les diététiciens nutritionnistes agréés, RD-RDN, doivent suivre des programmes académiques spécifiques, une pratique supervisée et réussir un examen national, puis maintenir leur formation continue. Cette approche pourrait être simplifiée en évitant l'utilisation de termes techniques. Dans la section « Pourquoi maintenir un horaire quotidien est essentiel », le texte lie directement la planification des repas et des entraînements à une perte de poids plus importante, affirmant « En respectant un horaire, vous aurez tendance à perdre plus de poids au final, car vous risquez de ne manquer aucune séance d'entraînement ou très, très peu à long terme. » S'agit-il d'un lien de causalité ou le respect d'un horaire est-il simplement un indicateur d'une plus grande discipline et motivation? Ceci met en lumière un raccourci logique courant dans la littérature d'auto-assistance. Le guide contient une section forte. Perte de poids, ce que vous ne devriez jamais faire, avertissant contre les régimes de famine, les suppléments dangereux, les détox, la purge, l'exercice obsessionnel et l'usage de drogues tabac. Il déconseille également de réduire les calories quotidiennes en dessous de 1200. C'est généralement un bon conseil, mais encore une fois, le conseil sur le jeûne est surprenant. Comment l'affirmation ferme « ne vous affamez jamais, ne jeûnez jamais » s'intègre-t-elle aux compréhensions modernes du jeûne intermittent ou de l'alimentation limitée dans le temps, qui ont montré des avantages pour certains? Pourtant, plus tôt dans le document, l'introduction promet des secrets de perte de poids et la table des matières répertorie secrets de l'industrie et les secrets pour rester en bonne santé. Y a-t-il une contradiction interne ici entre la mise en garde contre les secrets et la promesse de les révéler? Il s'agit effectivement d'une contradiction interne frappante, et elle témoigne des stratégies de persuasion souvent employées même par des guides bien intentionnés. D'une part, le texte déconstruit à juste titre le marketing trompeur de l'industrie de la perte de poids, mettant en garde contre l'attrait des secrets, des solutions miracles et des affirmations non fondées. C'est une critique louable et nécessaire. D'autre part, en intitulant ses propres sections « Secrets de l'industrie » et « Les secrets pour rester en bonne santé », il capitalise
focalise implicitement sur l'attrait psychologique même contre lequel il met en garde. Il suggère que ce guide possède les vrais secrets, se distinguant des frauduleux. Bien que le contenu de ces sections offre généralement des conseils solides plutôt que des solutions magiques, le cadrage est un tour de passe-passe rhétorique qui mérite une attention critique. C'est une manière astucieuse d'attirer les lecteurs qui sont lassés du battage commercial tout en utilisant le langage de l'exclusivité. Enfin, la conclusion réitère que vous n'avez pas besoin d'adhérer à un régime farfelu, à des machines ou à des boissons. Il n'y a pas de solution rapide comme de nombreuses publicités aimeraient vous le faire croire. Il met l'accent sur le changement de régime alimentaire, des niveaux d'activité et de la santé mentale. Dans l'ensemble, diriez-vous que ce guide est efficace dans son objectif ou laisse-t-il des lacunes importantes ou introduit-il de nouvelles confusions malgré ses bonnes intentions ? Essentiellement, le guide délivre un message fondamentalement sain. La perte de poids durable et la santé s'obtiennent par des changements de mode de vie constants et fondés sur des preuves, et non par des solutions rapides ou des gadgets coûteux. Sa force réside dans la démystification des mythes de l'industrie et la promotion d'une vision holistique incluant l'activité physique, une nutrition équilibrée, la santé mentale et le soutien social. Cependant, son efficacité est quelque peu entravée par des incohérences et une dépendance à des informations parfois obsolètes. La position contradictoire sur les secrets, les conseils potentiellement rigides sur la fréquence des repas et l'apport en graisse, ainsi que le manque de nuances concernant les divers protocoles de jeûne sont des faiblesses notables. Bien qu'il identifie correctement de nombreux facteurs contribuant à la prise de poids et offre des avertissements précieux, il tombe occasionnellement dans le piège de la simplification excessive ou de la présentation de certaines directives comme des vérités universellement applicables, ce qui pourrait amener certains lecteurs à rejeter des stratégies réellement utiles ou à être frustrés si la méthode prescrite ne correspond pas parfaitement à leurs besoins individuels ou à la compréhension scientifique moderne. C'est un guide bien intentionné qui pourrait bénéficier d'une mise à jour scientifique plus rigoureuse et d'une voie éditoriale plus cohérente.